Voilà. Ce que j'aimerais, c'est commencer par le livre de mon livre, du titre Abdelkader, un destin d'exception. Et sur le livre, il y a deux titres. Il y a le premier titre qui s'appelle La prise de la Smala, qui est connu de tous. Et il y a un second sous-titre qui s'appelle Un destin d'exception. Et c'est ce sous-titre-là qui est en fait intéressant vis-à-vis du contenu. Abdelkader, il faut comprendre qu'il est un homme d'exception dès sa naissance. Ce qui veut dire que Abdelkader est né en 1808. Certains disent 1809. Les historiens n'ont pas encore vraiment défini sa date de naissance. Il meurt en 1883 en Syrie et bien sûr il est né en Algérie. Très jeune déjà, il est très érudit, si on peut dire. Il a à peine 5 ans, qui sait déjà lire, déjà écrire. Mais avant tout d'arriver à son instruction, il y a une chose qu'il faut comprendre chez Abdelkader, pour glisser vers l'instruction, il a avant tout il a eu avant tout une belle éducation. Une éducation, ce qu'on appelle dans la tradition musulmane, l'adab. Il y a deux parties dans cette éducation. C'est la partie de la mère et la partie du père. La partie de la mère, elle consiste à 3 choses. C'est apprendre à faire des ablutions, apprendre à manger et apprendre à coudre. Et les 3 parties chez le père, c'est la prière, le maniement des armes et monter à cheval. Dès qu'il a acquis toute cette éducation, il fallait lui donner une instruction. Une instruction, il est donnée par son père, qui s'appelle El Moueddin. Moueddin, c'est un personnage qui écrit un livre, au départ, qui s'appelle Kitab el-Mourid, qui veut dire le livre pour les suivants, mais en réalité c'est pour les étudiants, car il a ouvert en fait ce qu'on appelle une petite école. Une petite école en arabe, ce qu'on appelle dans les traditions musulmanes, zawiya. Il faut comprendre que dans les traditions musulmanes, il y a 2 formes d'école. Il y a d'abord la madrasa, et de l'autre côté, il y a le zawiya. Moueddin, son père, n'a pas en fait ouvert de madrasa où on étudie le fiqh, ça veut dire la jurisprudence. Il a juste ouvert une école où il a appris tout ce qui est théologie, géographie, histoire, géographie, littérature et religion. Pardon. Par la suite, il a 4 frères, 4 frères et 2 sœurs. Il est le 3e. Et à 5 ans, comme je vous l'ai dit, il sait lire et écrire. Par contre, son père a une préférence pour Abdelkader parce qu'il détecte chez lui une certaine érudition. Et quand il prend Abdelkader en main, il va le faire évoluer dans ce qu'on appelle dans toutes les disciplines. C'est à partir de 12 ans pour certains historiens, 14 ans pour l'historien que j'ai sous les yeux, qui s'appelle Hamid Bouyardel de Strasbourg, en tant que il va lui délivrer le titre de Hafiz, qui veut dire l'exégète du Coran. C'est-à-dire qu'un exégète du Coran, c'est quelqu'un, c'est pour les habitués du Coran, c'est une hizb, ça veut dire les 60 parties apprises du Coran par cœur. C'est-à-dire qu'à 14 ans, c'est très rare et c'est même impossible d'avoir un enfant de cet âge qui puisse apprendre par cœur le Coran. À partir de là, il va se marier à 18 ans avec la fille de son oncle qui s'appelle Abou Talib. Et par la suite, il va aller faire le grand pèlerinage à la Mecque. En 1826, il part à la Mecque. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'avion à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une caravane. On met à peu près un an et demi avant d'arriver à la Mecque et puis faire la visite de Médine. Là-bas, il rencontre des grands personnages. Le premier personnage qu'il rencontre, c'est ce qu'on appelle, il s'appelle
l'imam Shamil. L'imam Shamil, c'est le grand résistant face à l'Empire soviétique, on va dire l'Empire russe, on va dire plus, l'Empire tsariste, tchétchène. De là, il va discuter avec lui et il va commencer à forger une mentalité de résistant. Et par la suite, il va aller en Égypte, il va voir et rencontrer pas mal de grands personnages comme El-Badawi, mais il va surtout voir la réforme qui a été faite, en fait, plutôt moderne en Égypte. Il va passer à Bagdad, sur ce qu'on appelle le berceau, en fait, de la confrérie musulmane dont son père est le patron d'Algérie, et il va revenir sur les coups de 1830 à peu près, et pendant le voyage, lors du voyage, il va entendre une chose, c'est que il va entendre que les Français ont débarqué en Algérie. Et il va dire, et ça c'est dans un livre que je préconise, qui s'appelle L'harmonie des contraires, on a entendu parler du coup du soufflet. Voilà. Et le coup du soufflet, c'est quoi? Le coup du soufflet, c'est le duc de Val, un officier français, qui se rend à la cour du Béhussi et qui demande l'annulation de la dette. Et le Béhussi il dit non, moi ce qu'il faut, c'est qu'il faut me rembourser cette dette. Et quelle est cette dette? Alors M. Leblanc, il y a 5 minutes, il vient de me dire comme quoi c'est compliqué l'Algérie, mais l'Algérie elle commence en fait en 1800, sur les années 1800. En 1808, déjà, Napoléon Ier, ça je le note dans le livre, il envoie ce qu'on appelle son espion Boutin pour tenter, en fait, de conquérir l'Algérie. Pourquoi l'Algérie? Parce qu'en 1808, c'est la période, c'est le berceau, en fait, sur la question du blé. On a un blé de haute qualité, il nous faut du blé pour faire l'expédition d'Égypte. Napoléon n'est pas encore empereur, il est que général, mais ça ne fonctionne pas. Alors, il va quand même faire son expédition et il emprunte, en fait, une grosse somme à l'Empire ottoman, qui fait que l'Empire ottoman n'a jamais oublié et a dit, c'est pour ça que De Waal arrive, dit, mais c'est pas du tout la politique, enfin, le régime politique et sous Louis-Philippe, sous Charles X, la monarchie de Charles X, que vous avez contracté cette dette, c'est avec l'Empire, en réalité avec le directoire. Mais lui me dit, moi, le DFG dit, moi je m'en fiche, il va falloir me rembourser. Tout part de là. De là, les Français débarquent à Sidi Ferrouche en 1830, en 1935 à Oran. Et les Ottomans, bien sûr, sont vaincus très rapidement. La résistance de Béhassen à Alger résiste un peu, mais au final, à Oran, pardon, résiste un peu, mais au final, il est exclu très rapidement. Et là, la France commence à s'installer. Il faut comprendre que en Algérie, il y a trois moments historiques. Il y a d'abord la conquête. Entre les deux, vous avez ce qu'on appelle la colonisation, et bien plus tard, ce qu'on appelle la guerre d'Algérie. Mais le livre, il est consacré à la conquête, c'est-à-dire le début de la conquête. Et la conquête de l'Algérie pour la France, c'est de 1830 à 1847, le date de la reddition d'Abdelkader. Mais nous allons rester en fait au départ sur l'année 1843, ce qui est bien sûr le point central du livre. Avant tout, Abdelkader, comme je vous l'ai dit, il étudie auprès de son père, il ira à Azou, à Oran pour se parfaire son éducation. Il reviendra à ce qu'on appelle la Guenta. Son père s'appelle Moueddin, il est descendant de Al-Mustafa. Al-Mustafa, c'est un personnage qui arrive du Rif, et il s'installe ce qu'on appelle les plaines d'Igrid, mais c'est aujourd'hui nommé Mascara, une centaine de kilomètres d'Oran. De là, quand il aura toute son éducation, c'est quelqu'un qui est féru de livres,
il le dit lui-même, je ne suis pas né pour avoir les armes entre les mains, moi je suis né pour avoir les livres. Quand je dis pour avoir les livres, c'est que c'est quelqu'un qui va étudier Pythagore, c'est quelqu'un qui va étudier Aristote, qui va être son philosophe préféré, il va étudier la médecine, il va tout étudier, mais de l'autre côté, ce qui veut dire pas forcément des auteurs arabo-musulmans, mais il va aller plutôt vers les Grecs, parce que de toute façon il y a un lien en 1935 avec El Mansour, vous avez un lien de la Maison de la Sagesse, où on a intégré et on a traduit beaucoup de textes en arabe, de textes grecs en arabe. Lui, Abdelkader, ça ne le dérange pas. Même si chez son père, il n'y a pas trop cette éducation. De là, on va tenter, au départ, de contester en fait la colonisation, la conquête française. Et là, on va amener une idée, et on va dire, ben voilà, Moueddine, toi, le chef de la Guenta et de la région, qui est réputée, parce que cette Guenta, elle attire des gens d'Égypte, mais aussi des gens du Sénégal, c'est-à-dire qu'il va étudier, il va éduquer beaucoup d'élèves. Et là, de là, Moueddine, au départ, sans vraiment refuser, va dire moi je suis vieux, ça va être compliqué, je suis âgé, j'ai de l'âge, ça va être très compliqué de prendre la tête de la révolte. Et là il y a 3 tribus, c'est-à-dire, mais la plus importante c'est les Beni Hammers, qui vont dire bah il y a une chose qu'on peut faire, c'est mettre ton plus jeune fils à tes côtés. Et lui, il faut savoir qu'il a 4 fils, et il dit voilà, moi c'est Abdelkader que je vais mettre à mes côtés. Les premiers combats vont se passer en fait à Oran, sous ce qu'on appelle sous les murs d'Oran, en compagnie de son père. Par la suite, son père décède, et c'est là qu'on va élire l'émir Abdelkader. Au départ, on va l'élire sous le titre de sultan, mais il va refuser. Il va dire moi je ne peux pas être le sultan. On va lui poser la question de pourquoi. Il va dire parce que en face, il y a le royaume chérifien, c'est pas le Maroc, on n'appelle pas ça le Maroc, on appelle ça le royaume chérifien. Il nous dit non, là il y a Moulay Abdelrahman, il est sultan. Dans la tradition musulmane, on ne peut pas avoir de sultan. Il y a un écrit qui s'appelle Kitab Mawakif qui vous dit si vous avez un sultan, tu es le deuxième. C'est pour ça que lui est tellement éduqué qu'il va dire non, moi il me faudrait un autre titre. Et là, il va choisir le titre d'émir. Il faut savoir que dans la tradition musulmane, émir c'est chef de guerre. Chez Ismaël Urbain, c'est organisateur. C'est complètement différent, c'est-à-dire qu'on a une vision européenne, une vision de tradition musulmane totalement différente. Je préfère concrètement la vision d'Ismaël Urbain, mais bon, après ça c'est mon avis. De là, il va prendre la tête des tribus et il va organiser en fait des petites guerres qu'il appelle en fait des razzias. Au début c'est des insurrections et il va faire des razzias. Les razzias c'est quoi? Il va commencer à harceler la France par surprise. Il va rentrer dans les combats comme ça avec à peu près 5000 réguliers. Puis il faut savoir que la France, au départ, elle est à 60 000, elle monte à 80 000, et elle va aller jusqu'à avec un nombre de 106 000 exactement. De là, l'émir, son armée grandit, mais sans vraiment avoir beaucoup d'armes. Et là, pour vraiment tenter de résister à la France, il va demander de l'aide au départ au Maroc, mais le Maroc va refuser, aux États-Unis et aux Anglais pour avoir des armes. Mais là, il faut savoir que les Anglais, avec leur infiltration en Égypte fin du XVIIIe siècle et début du XIXe, avec la bataille avec la prise en Égypte contre la France, où le général Bonaparte est obligé de repartir en France, tente en fait d'envahir l'Algérie, mais la France veut rester. Alors les Anglais disent non, si on le chasse, nous on rentre. Abdelkader lui refuse, il dit non, vous prêtez les armes, c'est moi qui vais les mettre à la mer. Mais au final, non. Il dira une chose, il dira moi j'étais comme une paille dans l'œil des Français, mais si vous m'aidez, je les mets à la mer. Mais il n'y a personne qui l'a aidé, c'est pour ça qu'au final, il ne va pas résister très longtemps. Et il va commencer à perdre ses villes. Ces villes, ce qu'on appelle les villes angures. Et ça, la première ville, la ville la plus importante qu'il va perdre, c'est Takdem, c'est sa capitale, où il a ses dépôts de blé, dépôts de poudre,
il a pas mal de choses pour pouvoir se défendre, mais ça n'a pas résisté longtemps. Pourquoi? Parce que, déjà, première chose, il y a deux éléments chez Abdelkader qu'il faut comprendre pourquoi il ne résiste pas. Il ne résiste pas parce qu'il a des tribus qui lui sont en fait très... comment on appelle ça? Ils sont très opposés. Très opposés depuis le début, ils n'ont pas accepté son serment. Et là, de là, ils vont à la fois pas aller chez Abdelkader, mais pas aller pas s'allier à la France, mais ils vont harceler Abdelkader. Et Abdelkader va falloir qu'il ait mal, ce qui va réussir. Et le deuxième élément, c'est l'artillerie. Abdelkader, lui, ne sait pas servir de l'artillerie, et franchement, dans la tradition musulmane, l'artillerie, c'est pas leur fort. Ils ne connaissent pas ce que c'est. À partir de là, ça va être très difficile, et il y a un atout qui va arriver en Algérie. Monsieur Leblanc m'en a parlé juste un instant, c'est Bugeaud. Et Bugeaud, lui, il arrive avec une pratique dont il a pratiqué bien avant, c'est la guerre de la terre brûlée. Et la politique de la terre brûlée, en réalité, c'est on brûle tout, on saccage tout, on tue tout le monde, mais on prend l'Algérie. Et ça, je le mets, hein, c'est dans sa correspondance. Il le dit lui-même, il n'invente rien. Et là, Abdelkader, lui, il voit son peuple. Alors souffrir, mourir, et tout ça. Et il voit ses villes tomber une à une. Et il lui reste, là, il est en fait, l'île de Khachtoum, ce qu'on appelle, il est, comment on appelle ça? Il est situé à la frontière du Maroc, et là il réfléchit comment il va pouvoir, résister et pas mourir définitivement, et deuxième chose, comment il va pouvoir progresser dans cette résistance. Et là, il a une idée. En fait, l'idée, elle ne vient pas de lui, comme ça. Il ne s'est pas levé à un moment, il s'est dit, moi un jour, je vais créer une smala. Non. En fait, il est lui-même issu de ce qu'on appelle la tradition bédouine, mais il y a deux traditions. La tradition bédouine qui était, si vous pouvez, en fait, il faut repartir du côté du prophète Mohammed, c'est-à-dire le prophète Mahomet, qui lui, en 635, était un bédouin mais sédentaire. Et de l'autre côté, il y a des bédouins qui sont mobiles, qui circulent. Et lui, Abdelkader, son père, quand il avait installé la Genta, il était devenu un bédouin sédentaire. Et lui, il s'est rappelé, en fait, qu'il y avait aussi une autre forme pour être bédouin, c'est il faut circuler. Il a fait ce premier élément. Le deuxième élément, c'est comment unifier toutes les tribus. Et là, pour unifier toutes les tribus, il va falloir avoir un point central. Et là, il va inventer ce qu'on appelle sur le modèle de la Mecque, le point central, ce qu'on appelle le système concentrique. Tout va tourner autour d'un centre. De là, il va d'abord installer les plus proches, c'est-à-dire les Beni Hamer, les Khabat, les Beni Hachem. Par la suite, ceux qui sont plus éloignés. Ce qui veut dire que ce que j'ai trouvé moi comme plan, en réalité, le plan que beaucoup de chercheurs et d'historiens utilisent, en réalité c'est le plan du général Domas. Le général Domas va faire un plan, va nous expliquer que il y a 368 douars. Un douar, vous savez ce que c'est? Voilà, c'est des tentes. Et il faut savoir que dans un douar, il y a un aïeul et il y a toute la famille. Et qui fait à peu près entre 15 et 20 personnes. Moi, quand je tombe sur cette revue, qu'on appelle la revue méditerranéenne, qui était à Bordeaux, je l'ai fait amener, et je regarde M. Xavier Iacono. Qui est M. Xavier Iacono? J'avais lu des livres. Il a beaucoup écrit des livres sur l'Algérie. Et là, je vois que c'est un homme qui est mort, qui est né. Alors,
qui est mort en fait le 4 octobre 1990, et il laisse cette revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, volume 15, numéro 1, 1973. Quand je dis 1973, en fait, elle a 45 ans, à mon âge. Personne n'avait travaillé dessus, parce que moi j'ai lu presque tous les livres sur Abdelkader. Et quand je commence à feuilleter cette revue, qui fait à peu près 25 pages, je vois un plan, et je me rends compte que le plan, ben, il est identique au général Domas. Et là, je me dis, mais Domas n'est pas là. Alors, je commence à chercher, et là, le travail d'un historien, c'est d'aller voir les mémoires, les souvenirs, et toutes ces choses-là. Pour l'historien que j'ai sous les yeux, qui s'appelle Philippe Gardel de Strasbourg, en tant que... il va lui délivrer le titre de Hafiz, qui veut dire l'exégèse du dommage. Bah, c'est quelque chose, automatiquement, le plus grand tableau qui a jamais été fait au monde, c'est la prise de la Smala d'Horace Vernet. Et là, le djihadiste, c'est quelque chose qui ne veut rien dire, c'est une mode. Le mot djihad, en fait, c'est le Coran. Et dans la langue arabe, c'est un mot très noble. Voilà, c'est un nom très noble. On va montrer leur combat de soi-même, quand on fait par exemple le ramadan, c'est un combat de ne pas manger. Enfin, moi, je dit que j'avais beaucoup apprécié effectivement j'avais pris beaucoup de plaisir à lire ton livre, d'abord parce que, enfin, par l'effort le travail de recherche qui est le tien, puisqu'on découvre aussi ce soir à l'occasion de ta conférence. Et puis, c'est vrai que c'est une page de l'histoire de la France qui est assez mal connue. Et moi, ce que je retiens, c'est que ton livre ouvre sur effectivement un personnage méconnu précisément par les valeurs qui sont les siennes, qui sont issues, comme tu l'as expliqué, de son éducation, de sa culture, de ses lectures.